et que le métier de journaliste ne se confirme pas comme un métier éminemment à risque, y compris des risques physiques. C'est le vœu que je voudrais vous formuler de tout cœur. Alors, ça permet de faire la transition avec la première question, qui est de savoir quelles sont nos perspectives pour la presse. Qu'entendons-nous faire pour la presse? Je voudrais dire que pour nous, la liberté de presse est aussi importante que toutes les autres libertés. Et quand nous soulignons les violations auxquelles nous avons assisté durant l'année 2024, eh bien, nous incluons aussi les atteintes aux libertés de presse, qui nous sont très chères, parce que sans liberté de presse, sans la contribution des journalistes, il ne peut jamais y avoir d'état de droit. Donc pour nous, quand en 2025, nous voulons poursuivre le combat, y compris pour tout ce qui est droit politique et liberté individuelle, eh bien, nous incluons la liberté de presse. Nous sommes là pour dénoncer, tout ce qui aura comme harcèlement, comme atteinte à l'exercice de vos fonctions. Nous sommes conscients que nous sommes en fait dans la même barque, hein, vous et nous, et nous pensons sincèrement que avec cette décision du MCC, qui attend de voir des changements concrets, nous pensons et nous l'avons dit que le régime saura tirer des conclusions de cette prise de position du MCC et faire en sorte qu'il y ait des progrès dans les 6 mois à venir au Togo, que nos problèmes soient résolus, donc y compris tout ce qui est attrait aux droits humains, où là-haut, dans cette catégorie-là, vous vous retrouvez, tout ce qui a trait aux droits politiques, à la situation politique, notamment à cette situation créée depuis qu'on a violé le droit souverain du peuple à se prononcer sur la Constitution qui doit régir le Royaume. Eh bien, nous espérons que des solutions seront trouvées pour que le Togo puisse renouer avec ce programme et que cela permette de nous ériger au rang des pays véritablement démocratiques qui ont déjà commencé à mériter ce programme-là, et que par la même occasion, nous trouvions des moyens financiers supplémentaires pour répondre aux besoins des populations togolaises. Vous avez cherché à savoir si les rencontres que nous avons eues sur le plan international n'étaient pas un peu en contradiction avec notre souhait et le souhait du peuple togolais de voir arrêter les ingérences de pays étrangers dans les situations internes au Togo. Oui, justement, nous réitérons cette volonté-là et nous voulons principalement que la tendance à vouloir imposer les dirigeants
à la place des Togolais, cette tendance-là, elle doit s'arrêter. Nous combattons ce régime soixantenaire, mais nous n'oublions pas que ce n'est pas nous qui l'avons installé, c'est l'ancienne puissance, même pas colonisatrice, puisque nous étions un pays sous mandat français. C'est par abus qu'on est considéré comme une ancienne colonie de la France. C'est des situations que nous ne voulons plus, et nous ne sommes pas les seuls Togolais à rejeter ces pratiques-là. Tous les Africains rejettent ces pratiques qui tendent à minorer ou même à supprimer la souveraineté de nos pays, la souveraineté des peuples. Mais alors, ça ne veut pas dire que nous devons désormais vivre en autarcie. Le Togo, aucun pays d'ailleurs, ne peut vivre en autarcie. Les pays sont interdépendants. Et c'est normal que dans ces conditions-là, nous allions vers des autorités de pays qui sont des partenaires du Togo. La preuve, le régime qui lui détient nos ressources publiques ne fait que ça. 365 jours sur 365. Vous avez vu le budget important qui a été alloué au ministère des Affaires étrangères. Vous vous doutez bien que c'est pour alimenter la propagande internationale du régime, à laquelle nous devons nous aussi nous organiser pour répondre. Un pays, c'est vrai, il n'a que des intérêts, mais il faut aussi qu'il cherche à avoir des alliés. Et au-delà de cette question-là, il s'agit de manière stratégique d'aller chercher des forces politiques qui partagent les mêmes valeurs que nous. Vous aurez remarqué que Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale fait partie des forces insoumises et donc des forces de gauche et qui partagent des valeurs d'humanisme, de souveraineté des peuples et qui, certainement, s'ils étaient au pouvoir, opéreraient la rupture dont nous avons besoin. On parle de rupture, on recherche la rupture dans les relations avec les pays qui nous dominent, mais il ne s'agit pas d'arrêter les partenariats. Il s'agit de construire un nouveau type de partenariat dans lequel les uns et les autres trouveront leur compte. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, on peut poursuivre le débat. L'affaire Guy-Marius Sagna ne peut être considérée comme un coup politique. Ou alors, il faut vraiment avoir de la mauvaise foi. Quand nous allons chercher des alliances à l'extérieur auprès d'acteurs ou de forces politiques qui voient les choses de la même manière que nous, c'est pour faire avancer notre combat. Il s'est fait que notre ami Guy-Marius Sagna partage les mêmes valeurs que nous. Quand, en tant qu'élu de la CEDEAO, il comprend que son rôle, c'est de servir les intérêts de tous les citoyens de la CEDEAO. C'est d'être à leur écoute pour poser leurs problèmes au Parlement de la CEDEAO. Nous sommes en parfaite symbiose. Et c'est pour ça que nous avons jugé utile
d'organiser des activités communes avec lui, de manière à ce que ça redonne de la force aux Togolais, de manière à ce qu'il ait l'occasion de voir quelles sont les préoccupations de ces Togolais-là et qu'il nous aide aussi à avancer dans le combat que nous menons, non seulement pour la démocratie, mais pour construire un Togo juste et un Togo prospère. Les Togolais se battent aussi parce qu'ils veulent vivre décemment. Ils veulent manger à leur faim, se soigner quand ils sont malades, pouvoir éduquer leurs enfants. Et tout ça, ça devrait préoccuper un élu de la communauté CEDEAO. J'espère vous avoir convaincu sur ce point-là aussi et avoir démontré la mauvaise foi alors, ou alors l'étroitesse de vue de ceux qui pensent tout de suite au coup politique. Au contraire, plutôt que d'un simple coup politique, c'est d'une action efficace à laquelle nous avons pensé. L'unité de l'opposition, quel est le remède magique? Le remède magique, nous ne l'avons pas. Par contre, nous restons ouverts, nous ne refusons de discuter avec aucun des partis de l'opposition, et c'est à force d'échanger que nous verrons apparaître des affinités qui vont constituer des fondements solides à l'unité que nous voulons construire. Quand nous parlons d'unité de l'opposition, nous ne voyons pas un panier, un fourre-tout, un panier à crabe où vous avez des gens qui ne partagent pas les mêmes objectifs. C'est important de s'unir autour d'un objectif précis. Mais laissez-nous vous dire qu'en restant ouvert à toute discussion, et aussi lorsqu'on voit que des opportunités s'offrent pour clarifier davantage la position des uns et des autres, eh bien, tout ça va faciliter à terme une unité solide de cette opposition-là. Par exemple, la liste des candidats aux élections sénatoriales a été publiée. Donc, c'est l'opportunité pour nous de voir qui sont celles qui ont posé des actes qui vont dans le sens de ce que nous croyons bon pour les Togolais et que nous avons déjà dit, à savoir que ces sénatoriales organisées dans le contexte post-coup d'État constitutionnel ne servent que à mettre en place les institutions rejetées de la 5e République que les Togolais continuent de combattre dans leur grande majorité. La clarification se fait. Nous savons, en tout en respectant les choix des uns et des autres, eh bien, on sait avec qui on peut aller et avec qui on ne peut pas aller pour obtenir des résultats. Voilà un peu ce que je peux répondre aux questions, mais il y a d'autres questions économiques. Il y a Justin, combien d'élus régionaux nous avons? Vous savez, vous connaissez notre histoire par rapport à ces élections régionales. Vous savez comment on a en amont annulé des listes importantes régionales et comment pour certaines listes
bien qu'on ait été retenu et que nous ayons payé, comment finalement on a fait en sorte que nous ne puissions participer à ces élections sous prétexte que le reçu de paiement n'ait pas été montré à temps. Alors tout cela fait qu'au total, nous sommes sortis avec 5 élus régionaux. Voilà ce qu'on peut dire en réponse à votre question. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'économie nationale est à genoux? Il y a des indicateurs qui sont ressortis, même de l'analyse que nous avons eu à faire du budget 2025. Quand vous avez, par exemple, un budget dans lequel vous utilisez au minimum 30% pour le remboursement de la dette, supposez qu'en tant que père de famille, vous gagnez 100 francs mensuels. Sur ces 100 francs-là dont vous disposez, vous avez déjà hypothéqué le tiers, pratiquement. C'est ça? Voilà. À payer les dettes. Absolument. Quand on fait le cumul du remboursement de la dette et du service de la dette. Voilà. Donc, vous voyez que c'est évident que notre économie ne peut pas continuer, elle n'est pas viable, elle est à genoux. Il y a des indicateurs qui montrent que nous ne produisons pas grand-chose. Voyez la contribution des sociétés d'État. Vous avez posé cette deuxième question. Eh bien, quand on met tout ensemble, ça représente à peine 3% du budget, la contribution, les recettes non fiscales dans lesquelles se trouvent les contributions des sociétés d'État. Ça fait à peine 3% du budget national. Et vous pensez que cette économie-là est viable? Et quand vous voyez aussi, pour retourner à la dette, le rythme auquel on s'endette, on va chercher de l'argent. Et quand vous voyez au niveau des investissements, ça aussi on l'a relevé, les investissements sur fonds internes représentent environ 5% de l'ensemble des investissements, alors que ce sont des fonds extérieurs qui contribuent à 95% de nos investissements. Mais quelle maison peut tenir avec ce tableau-là? On n'a pas besoin de sortir de Sciences Po ou d'une grande école d'économie, de sciences économiques pour comprendre. Il suffit de ramener ça au niveau de l'économie domestique. J'ai donné l'exemple de 100 francs tout à l'heure et il m'a rappelé qu'on n'a pas fait le cumul de la dette et du service de la dette. Ça veut dire que si c'est 100 francs, notre revenu mensuel, on est obligé de réserver 60 francs pour payer les créanciers. C'est 40 francs qu'il nous reste. Comment on peut tenir avec ça? Et du coup, ce n'est pas étonnant. On se glorifie d'avoir un budget de 2300 milliards, mais en réalité, avec les ressources que nous avons, si il y avait une gestion qui soit vraiment une gestion rigoureuse et transparente, eh bien, on aurait dégagé des ressources pour avoir un budget plus important et plus à même de répondre aux besoins des Togolais. Ce n'est pas un exploit, ce que nous faisons. Et s'agissant de ces sociétés, il y a eu des débats à l'Assemblée, par exemple, avec le port autonome de Lomé,
qui affiche un résultat qui est dégressif et régressif à la fois depuis plusieurs années, sur 3 ans au moins. Et la question que moi j'ai eu à poser, c'est de savoir comment ça peut se faire. Comment est-ce que, par exemple, ces résultats peuvent être aussi faibles en 2004 et puis que les prévisions pour 2005, si mes souvenirs sont bons, sont même inférieures en termes de résultats à 2004. Je dis, mais comment ça peut se faire lorsqu'on sait que notre pays a bénéficié de la crise du Sahel et que quand nos voisins ont fermé leurs ports, nous avons laissé le nôtre ouvert et donc on a pu détourner des marchandises à l'arrivée sur le port de Lomé. Mais j'étais étonné d'entendre le directeur du port vous dire « Ah non, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous croyez. » Les gens, le port de Cotonou est resté ouvert, les gens ont continué à aller chercher leurs marchandises à l'entrée au port de Cotonou et à partir par la route, en entrant au Togo par Ila-Kondi. Mais si vous voulez contrôler, allez voir ce qui se passe au village, à Ila-Kondi, allez voir les camions, vous comprendrez. Le Togo n'a profité en rien de cette crise. Pour le citoyen lambda et pour nous qui observons ce qui se passe depuis le port et sur la route nationale qui mène vers le nord du pays et donc vers le Sahel, c'est difficile de comprendre ce genre de choses. Il se pose un problème réel de gestion rigoureuse de ces sociétés si on veut véritablement que nous ayons une économie forte. On ne peut pas nous concevoir qu'un pays vive de recettes fiscales, mais on ne peut pas pratiquer une politique qui consiste à vouloir étendre seulement accroître les recettes fiscales, pressurer les acteurs du secteur privé et les pauvres Togolais qui sont du secteur informel. Voyez les tracasseries qui sont réservées aux femmes dans les marchés, aux artisans. Vous connaissez la formule, c'est souvent qu'on ferme un atelier et on marque fermé pour non-paiement d'impôts. Mais ce n'est pas viable, ce genre de pratique. En même temps qu'on cherche à élargir l'assise des impôts, donc, il faut voir aussi comment faire en sorte que nous puissions mieux vivre des ressources du pays, des ressources naturelles du pays. On ne peut pas comprendre la faible contribution de ces sociétés-là qui exploitent les ressources naturelles. Et la SNPT, par exemple, qui est aussi dans le groupe. Et donc, pour nous, tout ça sont des indicateurs qui montrent que, eh bien, malgré les satisfecit qui sont décernés ici et là dans les rapports, nous considérons que ça ne correspond pas à grand-chose. De toute façon, les Togolais savent. C'est eux qui ont faim. C'est eux qui souffrent de l'inaccès aux services sociaux de base. Ils savent vraiment quelle est la situation réelle de leur pays. Bien sûr, bien sûr.